En fait, les grosses têtes, il y en a plein en République démocratique du Congo, c'est vrai. Mais les leaders d'opinion, il y en a très peu. Eh bien, votre magazine, Les Grosses Têtes, on a trouvé une autre. Voilà, la personne de Gabriel Banza Malale et Makuta, ne vous en faites pas. Makuta veut tout simplement dire de l'argent. Est-ce qu'il en a? Tu poseras la question. Eh bien, voilà, c'est un professeur des universités, député provincial, politique, un ancien conseiller de Joseph Kabila Kabongé. Dans raison de plus de dire qu'il avait les Makuta. Eh bien, on va le découvrir dans pas longtemps. Avec lui, nous parlons, comme d'habitude, République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, le pays de Joseph Kabila Kabongé. C'est lui de Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Excusez-nous, nous le trouvons chez lui, en train, il était déjà prêt à sortir, mais il nous accorde quelques minutes. Eh bien, on va parler République avec lui. Nous avons vu l'interpellation de Salomon Eskadela, Salomon Idi Kalonda, mais aussi la situation sécuritaire à l'est de la RDC avec l'ESI et la SEDEC dans pas longtemps. L'affaire Fondation Musée Laurent Désiré Kabila, on en parle. Gabriel Makuta, bonjour. Bonjour. Voilà, vous allez bien? Oui, ça va. Vous étiez en train de partir, vous allez où? C'est le matin, on doit aller à la faculté. Ah, vous enseignez. J'ai une obligation académique. On vous appelle Gabriel Makuta. Vous en avez? Les Makuta. Dans mon pays, Makuta veut dire de l'argent. Oui, tout ce qui est précieux, ça s'appelle l'argent. L'argent, ce n'est pas simplement les chiffres 1, 2, 3, 4 000. L'argent, c'est l'argent. Ça se voit, jolie cravate. Merci beaucoup. Vous avez vu l'interpellation de Salomon Eskadela? En tant que politique, je le dis tantôt, vous êtes du FCC, ça c'est connu, c'est pas caché. Vous avez vu les images? Qu'est-ce que vous vous êtes vu quand vous avez vu ces images pour la première fois? Qu'avez-vous dit intérieurement? Il est toujours très difficile pendant tout ce temps de se fier à des images que l'on publie par la voie des réseaux sociaux. Okay. D'autant plus que c'est plein de mises en scène, c'est plein de beaucoup de fabrications des auteurs qui émettent les images. Mieux serait de vivre les faits. Mais jusque-là, je me retiens pour faire un quelconque commentaire pour des raisons du souci d'objectivité. Laquelle objectivité ne pouvait émaner que des faits vrais. Mais ce qui se raconte, c'est invraisemblable. Ce que nous avons vu à l'aéroport d'Ndjili, c'est impensable. Si ces images-là sont authentiques. Moi, je peux vous affirmer qu'ils sont authentiques. Vous n'avez malheureusement pas la même conviction que la mienne, la même rigueur que la mienne. Okay. Vous êtes journaliste. Moi, je préfère toujours parler des choses vécues par moi-même. Okay. Pour éviter que je construise un château sur des rêves. Et alors, parce que le mensonge arrive toujours à attraper les auteurs. Okay. Si, c'est pourquoi je parle en termes de si. Voilà. Si la scène est avérée vraie, celle de l'aéroport de Ndjili, ça me dépasse. C'est inexplicable. C'est injustifiable. Dans la mesure où, connaissant bien cet aéroport, il y a le scanner que l'on doit traverser. Tout à fait. Pour arriver au pied de l'avion. Il y a plusieurs services qui contrôlent. Je ne sais pas à quel moment il s'est avéré un comportement infractionnel susceptible de subir le traitement subi par notre compatriote Salomon. Moi, je n'ai aucune relation avec lui, ni de loin, ni de près. Nous parlons en tant que citoyens, des hommes civilisés, se trouvant régis et placés sous le régime de l'état de droit.
c'est impardonnable, c'est inexplicable. Mieux serait de venir à n'importe quel lieu où il s'est trouvé, même dans l'avion même. On lui déposait un mandat dûment établi par les services du parquet pour démontrer qu'il ne pouvait pas partir. Et quand on vient, on va le cueillir comme un malfrat d'une nature peu supportable, poussé comme un vagabond, comme un va-nu-pied, transporté par les services militaires, jeté à bord d'une Jeep. C'est pourquoi jusque-là, moi, je n'en crois pas. Parce que les services sérieux d'un État normal, autant normal que le nôtre, ne peuvent pas se comporter de cette manière, surtout sous le régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour qui l'état de droit est le principe sacro-saint. Restons dans les conditionnels. Et si les images s'avèrent vraies, comme vous venez de le dire, et que s'il y a eu résistance avant, disons que les services ont essayé d'interpeller, qu'on mise ce droit dans les normes, les citoyens Idi Kalonda, et puis il y a eu résistance, ces images ou cette violence auraient peut-être une signification, ne trouvez-vous pas? Moi, je ne vois pas le crime, quelle que soit sa grandeur, qui pouvait arriver à un tel comportement des services de l'État. L'État citoyen, l'État civilisé, l'État moderne a des moyens par lesquels il pose les actes. Et les hommes ou les organes par qui l'État agit, eux-mêmes sont subordonnés aussi à la loi. Qu'est-ce qu'il faut faire en pareille circonstance? Il n'y a pas d'infraction qui ne puisse être poursuivable par le parquet. C'est pourquoi on l'appelle organe de la loi. C'est le parquet qui émet un document dûment établi par un officier de l'État, de la police judiciaire. Et en ce moment-là, le ministère public émet pour dire non, ce monsieur ne peut pas voyager. C'est très simple. Vous ne pouvez pas refuser de vous soumettre à l'ordre du parquet, parce que c'est ça l'organe de la loi. Mais ce qui est en train d'être raconté jusqu'aujourd'hui, je ne me l'explique pas. Et c'est pourquoi je n'en crois pas. Je ne voudrais même pas que ce soit au conditionnel. Donc vous comprenez un peu. Mais sinon, c'est le pire des cas de médiocrité qu'il faille bien éviter dans une république. Le pire des cas de médiocrité va continuer. Nous restons dans les si. Nous avons appris également que Augustin Matata Mponyo aurait dit que l'arme trouvée près de Salomon Kadela appartenait à son garde du corps. Si c'était vrai, vous ne pensez pas que c'est une faute juridique, puisque quand une arme se perd, on le signale bien avant. Il ne se crée pas de problème si c'est encore une fois vrai, ce que nous sommes en train de raconter. Vous, en tant que juriste, vous ne pensez pas que l'arme Matata Mponyo se crée un autre problème qu'il en a déjà avec le Tongalonzo et autres? Oui, absolument oui, mais quand on perd, il y a ce que l'on fait, la plainte contre l'inconnu d'une arme dans des échauffourées comme c'était le cas décrit par Matata Mponyo. Encore plus ce que je suis en train de lire, si ça vient de lui. Et je pense, ici, il est censé avoir posé des actes de plainte préalables, mais qu'il le manifeste. Et c'est au moment où peut-être il voulait faire le premier pas vers les services de l'État. Et on trouve que cette arme-là, c'est l'arme qu'il était en train de chercher. Donc vous comprenez. Ici, il n'y a pas de faute manifestement grave. Hein, parce que la traçabilité de l'arme, du mouvement de l'arme, de l'émission, c'est-à-dire des services qui donnent, la police qui donne cette arme-là, et la personne qui la détient, c'est très facile. Parce que toute arme en République démocratique du Congo, même les simples cartouches, sont identifiées et identifiables. Et c'est pourquoi quand il y a des crimes, on cherche facilement à découvrir, on peut facilement découvrir qui est l'auteur de ce crime, d'autant plus que les munitions, les armes ont une identification très facile. Mais ici, je pense que ce n'est pas le cas. Comme on ne le poursuit pas pour ce qu'il a fait comme déclaration, ce qui n'est qu'un témoignage qui veut obscurcir. On ne le poursuit pas pour l'instant, peut-être qu'ils le feront plus tard. Qui veut, non, je crois qu'ils n'auront pas d'éléments, hein, parce qu'ils démontrent que c'était son arme.
Très bien. Et cette arme, on va se référer à la police. Est-ce que vous connaissez l'identité de cette arme? Oui. Ça appartenait à qui? À X policier. Vous avez donné à quelles circonstances? Il ne faut pas ignorer que le Premier ministre dans notre pays est protégé par la loi. Ouais. Alors, on va parler un peu plus sérieux, parce que là, on nous étonne dans le dossier. La situation sécuritaire à l'est de la RDC, professeur, semble nous dépasser un tout petit peu. Quand je dis nous, ceux-là qui nous gèrent, ceux-là qui devraient, normalement, on finit, mais bon, on trouvait des semblables solutions. Nous sommes partis avec l'EAC. Là, dedans, il y a l'Ouganda, il y a beaucoup de pays qui nous viennent en aide. Mais plus les Congolais pensent que nous sommes en train de tourner à rang, d'autant plus que dans l'EAC, il y a des pays qui, on peut le dire comme ça, qui ne sont vraiment pas avec nous, qui nous trichent, qui nous guettent, qui nous envient autant que le Rwanda. Eh bien, ils sont là, aux côtés de la MONUSCO et autres. Nous trouvons des solutions. Alors, les têtes pensent, les grosses têtes comme vous pensent, que le gouvernement n'est pas là à la recherche de la paix. Et seulement, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher. Parce qu'à la fin, dans pas longtemps, le chef de l'État a dit que l'EAC n'a pas donné les résultats que la RDC attendait. Là, nous faisons appel à la SADC. Ce sont les mêmes pays qui se réunissent autour de l'EAC. Ils sont également du côté SADC. Du coup, la population se dit, qu'est-ce que le gouvernement fait? Comment vous vous réagissez par rapport à cela? Nous quittons l'EAC qui n'a rien fait pour la SADC qui constitue également quelques pays de l'EAC. Merci beaucoup. Je pense que nous avons très vite conclu le dossier de M. Salomon. Ce que je peux dire en substance par rapport à ça, au regard de toutes les agitations qui viennent de part et d'autre, c'est d'inviter, la population au calme, que la population sache que ce dossier est en train d'être instruit par les services compétents. Ce que nous attendons, de loin bien sûr, c'est qu'on met à charge de notre compatriote des griefs très dangereux qui portent atteinte, qui mettent en relief l'atteinte à la sûreté de l'État. C'est très grave. Un frère, un ami, un collègue, une connaissance qui est impliqué dans une telle manœuvre, il ne faut pas se hâter à dire beaucoup de choses. Il faut laisser que les services de l'État fassent leur travail de manière responsable. Et en l'espèce, c'est que nous souhaitons que les services de l'État se comportent en bon père de famille. On lui assure le maximum de sécurité requise en la matière. Ici, je parle du respect des libertés et droits fondamentaux de l'homme. Qu'on veille à sa santé, que rien de mal ne lui arrive et que l'enquête se fasse de manière professionnelle en même temps que l'on respecte les règles d'usage. Ce qui importe, ce n'est pas le simulacre, ce n'est pas le mensonge. Ce qui importe, c'est la vérité et rien que elle. Parce que la sagesse la plus élevée, celle de Jésus-Christ, exige que la vérité soit connue pour que tous nous soyons affranchis. Nous ne pouvons être édifiés que par la lumière de la vérité et jamais par le mensonge. Que l'on ne montre rien du tout qui est fabriqué par les ateliers de mensonges. Il ne faut pas trop servir le chef de l'État, il faut le servir de manière juste et équitable pour bien protéger son honneur et sa personnalité qui du reste est visée sur une orientation d'objectivité. Répondez maintenant à ma question. Oui, s'agissant des forces que l'on est en train de recruter pour que l'on impose la sécurité, je pense que le souci du chef de l'État n'est pas mauvais. L'objectif, c'est d'atteindre absolument la paix, réaliser la paix dans notre pays. Mais il y a des formules par lesquelles cette paix est absolument obligée. D'aucuns ignorent ce que est le Congo. Ce que nous vivons à l'est de la République démocratique du Congo a des explications dans les engagements internationaux traditionnels qui relèvent de l'Empire de l'Acte général de Berlin.
Et tous ces pays-là de l'Est que l'on venait de citer sont les pays qui avaient été impliqués comme associés, dont les puissances étaient impliquées comme associées à l'ancienne compagnie des chemins de fer des grands lacs africains, autrefois CFL, ayant des droits absolus acquis sur base des grandes conventions internationales, dont l'expiration fut prévue au 31 décembre 2098. Je dis bien 31 décembre 2098. Ces puissances privées-là ont le droit de suite jusqu'à aujourd'hui. Contrairement à ceux qui parlent de manière légère de la mort de Magufuli, le président tanzanien, de la mort de Nkurunziza, le président burundais, moi je dis tout simplement que ces deux présidents ont fait un deal de donner aux Chinois le marché de construire un chemin de fer reliant l'Est à la République démocratique du Congo, et tous sont morts dans les mêmes conditions, alors que cette concession-là appartenait sur base des engagements internationaux ou des conventions ou encore des accords qui existent et dont les effets se produisent jusqu'aujourd'hui, jusqu'au 31 décembre 2098. Ça appartenait à la CFL. La CFL, c'est quel pays? C'est tous ces pays de l'Est aujourd'hui intéressés à servir ces puissances financières et industrielles du monde pour leur propre développement. Mais vous cherchez à les inviter dans la guerre pour qu'ils agissent de votre côté. Ils sont jugés et partis. Ils en profitent pour asseoir leur empire en République démocratique du Congo. Ils luttent sans que vous ne le sachiez, manifestement et objectivement pour la balkanisation du Congo. Et quand ils luttent pour la balkanisation du Congo, j'ai toujours pris l'image d'un chien de votre maison à qui ou auquel vous donnez un os, Mukua. Gardez-moi cet os et je reviens. Vous connaîtrez le sort de cet os-là. Donc c'est pour vous dire ici, c'est une mauvaise approche que de recourir à eux. Nous parlons de la SADC. Il faut savoir que à l'entrée de la révolution de l'Afdel, Mouzé a eu à être servi par les mêmes forces de l'Est, principalement les forces de la Tanzanie, du Burundi et du Rwanda, et même de l'Ouganda qui avaient apporté leurs militaires, mais qui sont activement intéressés par les intérêts et intéressés par le droit de suite à quoi je venais de faire allusion. Après s'en être rendu compte, Mouzé va fuir, va les abandonner. Et le fait de les avoir abandonnés, ça lui a coûté la mort. Il a recouru à la SADC, où des États comme l'Afrique du Sud, le Mozambique, le Zimbabwe, la Namibie, il y a même l'Angola qui lui ont prêté la main forte. Est-ce que vous comprenez pourquoi, en date du 2 août 1998, le RCD Goma, je dis bien Goma, Goma ça se trouve dans la région, va atterrir avec ses forces militaires bien équipées à Kitona pour entrer dans la ville de Kinshasa et récupérer la ville avec l'appui de quelle armée? L'armée rwandaise. Donc il faut faire attention dans toutes ces alliances. Mais quand on recourt à la SADC, il y a une histoire. La SADC a déjà été active aux côtés de Joseph Kabila. La SADC a permis que l'on mette en place un programme intégrateur des intérêts, des droits, des prétentions légitimes et politiques des uns et des autres sous l'accord global et inclusif, passant par le dialogue intercongolais. Et depuis, la classe politique congolaise qui était divisée en plusieurs factions va se retrouver être d'accord à partir de Gaborone. Deux
De là, on va à Sun City, en Afrique du Sud, pour mettre en place un accord qui contenait beaucoup de résolutions qui ont fait l'objet de partage de pouvoir, d'intégration des uns et des autres pendant 3 ans, de 2002 à de 2003 à 2006. Et qu'est-ce que l'on a vu à cette époque? Le 1+4. Moi, je voyais entrer pour une réunion intégratrice tous les vice-présidents, chacun d'eux représentant une faction bien déterminée. Je cite ici Jean-Pierre Bemba, Yerodia, Azarias Ruberwa et Zaïd Ngoma. D'un côté, c'était la République démocratique du Congo. On les appelait d'ailleurs les institutions de la République. Si vous lisez bien les résolutions et la constitution de la transition. De l'autre côté, on voyait William Swing. Il était à la tête du CIAT, le comité international d'accompagnement de la transition. Tous assis dans la salle de réunion, et enfin Joseph Kabila. Tout jeune qu'il était, tout petit qu'il était vis-à-vis de tous, quand il entrait, tout le monde se mettait debout pour diriger cette fois-là l'État congolais qui en son sein voit d'un côté une institution politique ou une composante politique et une composante non politique. Tous, ce sont les Congolais. Et ce que William Swing a dirigé, c'est ceux-là qui avaient la poche, l'argent, en termes de Banque mondiale, Fonds monétaire international, bref, les institutions de Bretton Woods. Et en ce moment-là, il y avait le début de confiance, de renaissance de la confiance que le Congo a perdu à la naissance, à la déclaration ou bien à l'orée de la déclaration de l'indépendance du 30 juin. Donc pour vous dire ici, l'approche est inexacte. L'approche est erronée, celle de pouvoir recourir à toutes ces forces-là. Mais SADC, on l'a déjà dépassé. Si on va encore recourir à SADC, SADC va nous retourner à ce qu'elle avait déjà fait. Mais pourquoi on a rejeté les résolutions de SADC, dont l'une des conséquences, c'est la consécration de la Constitution de 2006. Une minute. Allez-y. De deux, la mise en place des institutions issues des élections libres, démocratiques et transparentes. Même l'alternance au pouvoir de Joseph Kabila à Antoine Tshisekedi. Mais pourquoi on a refusé de continuer sous la loi de l'alliance entre les grandes institutions qui venaient de se faire passer le pouvoir? C'était ça le socle de la paix, le socle de la sécurité. Dès lors que l'on a cassé ça, rassurez-vous, il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de sécurité qui vienne sous une quelconque forme. Vous avez vu, on a placé toute la partie de l'Est de la République démocratique du Congo sous le régime militaire. En état de siège. En état de siège, conséquence, au-delà même du délai constitutionnel, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mais du coup, professeur, voilà pourquoi vous êtes ici, vous êtes une grosse tête. Moi, j'aimerais que vous répondiez à cette question sincèrement. Oui. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui, c'est vrai, n'a pas fait allusion au texte déjà trouvé sur place. C'est vrai, avec le EAC et la SADC, ce sont des accords erronés. Mais qu'est-ce qu'il devrait faire à la fin? Oui, mais enfin... Qu'est-ce qu'il devrait faire pour... il ne pouvait quand même pas rester là. Il dit, je ne sais pas faire confiance à tel. Oui, c'est vrai. Mais à la fin, il ne fait quoi? Il devrait quand même bouger de sa chaise. Non, ce qu'il aurait dû faire, moi, à sa place, c'est le mea culpa. Donc, vous comprenez? Le mea culpa. L'erreur est humaine. Et l'erreur, c'est quoi? L'erreur, c'est d'avoir cassé cette alliance entre Cash et FCC, qui était la première pierre de la consécration de l'unité nationale. À cela, on pouvait ajouter tous ceux qui sont restés chemin faisant pour que la consolidation de l'unité nationale comme force, comme puissance, la Constitution d'ailleurs le dit, il faut mettre en place un état de droit et une puissance politique nationale congolaise fondée sur réellement la démocratie politique, économique, sociale et culturelle. Ça, c'est le vœu du constituant. Mais dès lors que l'on casse
ce béton-là, rassurez-vous, on a commis la première erreur. Et je vous jure, quel que soit le temps que ça prendra, le retour à l'intégration des uns et des autres, c'est le devoir absolu. Ça, c'est un. D'ailleurs, le chef de l'État a même tenté de créer l'union, ce que l'on appelle l'union sacrée. Il a tenté ou il a créé? Oui, non, il a tenté. Il a tenté de créer l'union sacrée. Pourquoi est-ce qu'il a tenté? C'est parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'en connaît pas les résultats sur le terrain. Tous ceux qui étaient avec lui, notamment les ensembles et autres, ils sont en train d'en partir. Donc vous comprenez, c'est pourquoi je parle de la tentative. Le souci, c'est d'arriver à ce même résultat-là. Que Mobutu a tenté d'intégrer tout le monde dans le impère parti État, que l'UDPS a tenté de faire de la démocratie congolaise une arme à utiliser contre la dictature, ça a échoué. L'AFDEL, l'alliance autour de la démocratie, l'approche, ça fait encore péter les choses. Et quand on arrive à l'accord global et inclusif, en dehors de ça, il n'y aura pas une autre magie. Mais si nous devons rentrer encore à la SADC, c'est de demander à la SADC de nous donner son expérience. Cette expérience a déjà produit des effets ici chez nous et ça a été positif. On va se rabaisser, professeur. Oui. Là, je vous prends vraiment en tant que professeur parce que c'est très important. Vous dites qu'il faudrait une unité en interne. Oui. Nous allons parler en français facile pour que ceux-là qui sont étudiants nous comprennent. Il faudrait une unité en interne par lequel passerait la paix du côté est de la RDC. Oui. C'est bon. Ça veut dire quelque part, en d'autres termes, que pour faire face à ceux-là qui nous font la guerre, nous devons être ensemble. Parce qu'au cas où ça n'arrivait pas, que nous étions chacun dans son coin, parmi nous, il y a ceux-là qui complotent avec ceux-là qui nous font la guerre. Si nous ne les faisons pas, au cas où ils venaient nous trouver en bloc, c'est là que la paix va perdurer. Donc là, vous donnez raison à ceux-là qui pensent, le gouvernement Sama Lukonde, que si cette guerre a persisté jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu, le mot utilisé, de traîtres au sein de la RDC. Voilà pourquoi l'Occident ou ceux qui nous font la guerre, au sein de la... chez nous, les traîtres au sein du gouvernement, oui, voilà. Au sein de l'armée. Pas FCC, oui, parce que FCC n'est pas concerné dans le gouvernement. Il fait partie de la population. Du gouvernement. Au sein des Congolais, oui. Je corrige, au sein des Congolais, il y a eu des traîtres, disons-les comme ça. Voilà pourquoi ceux-là qui viennent de loin nous attaquent, entrent chez nous aussi facilement. Oui. Là-dedans, il y a également le FCC. Oui, mais merci bien. Ma mère, qu'est-ce qu'elle faisait? Tout étant d'une instruction opposée à celle que l'université enseigne plutôt, ma mère, elle faisait ceci. Quand elle trouve que dans la maison, il y a toujours la fuite ou la perte des condiments, surtout de poissons, elle est suspectée toujours X. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle remettait la clé à ce monsieur-là. Et vous allez voir, sous sa gestion, il n'y aura pas de perte. Il n'y aura pas de perte. Okay. C'est ça l'avantage de l'intégration de tous à la gestion de la République démocratique du Congo. Ce Congo, c'est une association internationale des Congolais. En quelque sorte, le Congo, c'est l'intégration des 500 tribus, des 500 ethnies, de plusieurs empires et royaumes, des droits coutumiers. Mis ensemble, ça forme la nation congolaise. Nous devons à ce moment-là réussir à capitaliser cette intégration. Et je vous jure, jusqu'en 60, un siècle avant, aucun Congolais n'avait participé ni à la conception de la nation congolaise, ni à sa constitution politique. C'est à partir de 60 que nous commençons à en faire une propriété à nous. Mais l'on ne se pose pas la question de savoir d'où ça vient, ça avait commencé comment et ça avait évolué jusqu'en 60. Quand on nous donne le devoir de gérer le Congo en tant que nation, chacun y va avec l'intention de sa connaissance. Et la conséquence, c'est quoi? On n'a jamais réussi, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, à intégrer tout le monde autour d'un idéal politique commun. C'est cet échec-là qui est la raison d'être du souci pour nous, pour chacun, surtout pour le président de la République qui est à la tête de ce pays, de pouvoir intégrer tout le monde, mais en utilisant quelle approche
L'approche de San Site est idéale et il n'y en a pas deux. Malheureusement, il avait déjà abandonné cette approche. Et c'est pourquoi je dis, il était temps pour lui de faire le mea culpa. Et ce n'est pas encore très tard. Voilà. Même aujourd'hui, il peut encore, une seconde, même aujourd'hui, il peut encore approcher les uns et les autres autour d'un dialogue qui va ressembler à celui de Gaborone. Le professeur Banzamalala, il l'a déjà fait sous une autre forme. Ce n'est pas parce que le FCC n'est pas partie intégrante que l'intégration de l'autre n'a pas été faite. Non. Aujourd'hui, nous avons Jean-Pierre Bemba Gomo. Vous l'avez cité dans les 1+4. Il n'est pas rien, il n'est pas petit. Il est aujourd'hui aussi partie prenante de ce que nous voulons la paix, peut-être parce que c'est lui maintenant qui gère l'intégrité nationale. Ce n'est pas une forme où ça serait une intégration de tout le monde, si et seulement si le FCC, avec Banzamal et les Joseph Kabila Kabong, est intégré justement, je sais pas moi, ces bateaux ou cette maison qu'on appelle aujourd'hui le gouvernement. Pas du tout. Non, je m'excuse à propos. Il y a encore une autre sagesse supérieure à la dimension de celle de Jésus-Christ. Le bon berger, c'est celui-là qui se rassure qu'il a 100 brebis. Il se retrouve dans le désert. Il envoie simplement 99. Il en reste une brebis quelque part. Qu'est-ce qu'il va faire? Il les laisse dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas eau, il n'y a pas pâturage. Dans le souci de récupérer la seule brebis qui s'est éloignée ou égarée. C'est ça le bon berger. C'est une sagesse qui doit dicter le comportement de tous ceux qui dirigent principalement la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que c'est un état d'intégration. Tous ceux que vous laissez en dehors, rassurez-vous, ils vont être en rébellion. La conséquence, nous l'avons subi. Mobutu a écarté l'UDPS, le courant Tshisekedi. Mobutu est resté ennemi à l'UDPS et l'UDPS est resté ennemi à Mobutu pendant combien de temps? Conséquence, la République a été divisée. À cause de cette division, l'AFDEL est venu. L'AFDEL est venu, n'a pas pu approcher Étienne Tshisekedi qui était le flambeau même de la rébellion, ou plutôt de la résistance, de la rébellion à l'intérieur. Pour l'avoir écarté, ça a créé ce que ça a pu. Mouzé n'a pas fait plus de temps et il a été assassiné. Son fils est venu. La première des choses, il est institué en 2002, en 2001, en 2002, déjà au début de l'année, il fait l'accord, le dialogue, il ouvre le dialogue intercongolais. Il corrige l'erreur de son père. 2. L'issue, il ouvre aussi l'accord avec les puissances. Et enfin, les puissances et la nation congolaise se retrouvent être signataires de l'accord global et inclusif. Donc, quand on dit inclusif, l'accord global, c'est-à-dire ça n'avait exclu aucune tendance. C'est ce qui a manqué à l'union sacrée et qui le manque jusqu'à aujourd'hui. Or, pour intégrer les uns et les autres, il faut un dialogue préalable. Et ce dialogue n'a pas eu lieu. Ce dialogue n'a pas eu. Qui finit toujours par, vous le savez, par Banzama les prend les suivi, Moïse Katumbi prend l'industrie. Nous savons comment ça finit. Oui, ça. Je crois que le chef de l'État, il résiste un peu à ça parce qu'il sait comment est-ce que vous allez lui demander après ces fameux dialogues. Quand il y a dialogue, celui-ci va être l'issue et va avoir une issue d'intégrer tout le monde au devoir de gérer la République selon les normes bien déterminées. Et ces normes-là seront conventionnelles. Et les conventions qui sont créées depuis jusqu'à aujourd'hui font l'objet de violations systématiques. Donc personne ne croit dans l'administration sous Chilombo. Donc vous comprenez, à cause du non-respect des accords. Or, les accords à quoi je fais allusion, qui consistent à créer la nation congolaise, ne datent pas d'aujourd'hui, datent de plus d'un siècle. D'abord, vous les ignorez. 2, vous ignorez comment est-ce que ça a été géré jusqu'à constituer un bloc de ce que nous appelons l'État ou République démocratique du Congo. Voilà un peu la conséquence. Ici, ça exige une très forte instruction, une très forte éducation, une très forte culture
pour être à la hauteur des besoins de la République démocratique du Congo. Malheureusement, ça échappe à la plupart de ceux qui dirigent la République démocratique du Congo. Vous allez dire non, je plaide pour Joseph Kabila, mais il a quand même pu faire sous l'accord global et inclusif, personne n'a été exclu. C'est le premier cas où, même au temps dur de son opposition, je cite ici le sphinx de Limete, il est signataire de l'accord global et inclusif. Voilà, on va chuter, il ne reste plus que moins de 5 minutes, je crois. D'abord, qu'est-ce qui se passe dans la Fondation Musée? Vous, en tant que, non, pas professeur, encore moins député, en tant que Congolais tout simplement. C'est quelle lecture faites-vous d'abord par rapport à tout cela? Oui, à propos de la Fondation, vous avez vu le temps que nous avons pris. Le temps de la réserve, depuis que l'épopée a été présentée, celle d'un policier qui garde la fondation, ligoté aux pieds et aux bras, pendant une nuit, prétendument par des hommes armés. Était-ce des policiers? Était-ce des militaires? Là au moins vous avez les faits, hein, parce que vous en Non, parlez avec non, je pose maintenant la question. Je ne pense pas. Parce que l'État n'est pas divisé. L'État est un. Et la République est une, Voilà. indivisible. Tous ceux-là, des agents de l'ordre, qui sont envoyés pour cause républicaine, en tout lieu où ils trouvent une garde assumée par la police ou l'armée, il y a un comportement de collaboration. Tout à fait. Dès lors que on pose des actes contraires, consistant même à lier les bras, les jambes de la personne qui assure pour compte de la République les lieux, ça devient une chose et son contraire. Dans le cas d'espèce, on nous dit à quelle heure. C'est une opération qui est passée la nuit, faite par des hommes en uniforme. Était-ce des policiers? Était-ce des militaires? Des militaires de quelle unité? Point d'interrogation. Et pour moi, ce sont des bandits. Ce sont des malfrats. La Fondation Musée, c'est une structure républicaine, citoyenne, qui n'est que l'incarnation de l'œuvre faite par Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, arrivé au pouvoir, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas effacé la date du 17 Pas du tout. mai 1997. Il l'a même baptisée en la rendant à la hauteur de la définition qu'elle mérite. C'est devenu le symbole de la victoire militaire. Je disais autrefois, c'était les Kadogo en botte. Aujourd'hui, une vingtaine d'années après, ce sont des militaires, tout formés et tout fait. Mais que ceux-là viennent pour essayer d'éternir l'image de cette date et des œuvres menées subséquemment par l'homme que l'on symbolise aujourd'hui par la Fondation, ça mérite toutes les accusations du monde et surtout du Congolais. Mais je ne pense pas que cette situation soit vraie. Parce que si c'était vrai, le chef de l'État aurait déjà réagi. Vous le ramenez à ça? Mais comment? Écoutez, il est la Fondation Musée Laurent Désiré Kabila. Oui, mais c'est grâce, et s'il vous plaît, allez-y. c'est grâce à Musée Laurent Désiré Kabila que le changement est entré dans ce pays. On n'en disconvient pas. Oui, écoutez un peu. Ramener un chef de l'État, la sécurité d'une fondation quand même. Mais comment? Pas Vous croyez que le chef de l'État n'a pas le devoir de vous sécuriser? Tout à fait. Moi, je n'ai pas voté. Il y a tout un processus pour que cela Non, arrive. écoutez, moi, je n'ai pas voté pour Antoine Félix Tshilombo. J'ai voté plutôt pour Chadari. Il a échoué. Ça, c'est connu. Écoutez, il a échoué aux élections. Mais je m'incline devant l'autorité du chef de l'État. Pourquoi? Parce que
je me retrouve devant une autorité établie par la République, en qui tous nous avons le devoir d'investir notre confiance. Pour quelle raison? Un, pour ma sécurité d'abord à moi, pour la sécurité de tout le monde, pour ma paix et pour l'amélioration de mes conditions de vie. Vous croyez que le chef de l'État là-bas, il est là-bas comme un grand patron? Il est tout simplement l'homme qui transporte les uns et les autres. Il est le symbole même du Léviathan. C'est lui en qui nous devons nous sentir être sécurisés. Mais dès lors qu'une fondation aussi précieuse que celle-là se retrouve être visitée par des structures armées, encore que dans ce pays, quand une arme tombe quelque part, on commence à en poursuivre. L'auteur, c'est le cas de Salomon. À combien plus forte raison la détention des armes par des hommes en uniforme qui vont déstabiliser le bon fonctionnement, la quiétude de la fondation Mzee Laurent Désiré Kabila. Moi, je crois que le chef de l'État ne doit pas être en paix quand il entend des choses pareilles. Et c'est sûr, ça a été perpétré en son absence, pendant qu'il était dans un voyage précieux pour la République démocratique du Congo. Il apprend ces choses à temps ou avec retard, mais la réaction du chef de l'État est attendue par rapport à ça. Sinon, le jour que l'on va me tuer crapuleusement, le chef de l'État va applaudir ou il va croiser les bras. Jamais, il y a des Congolais à l'Est qui meurent, des Congolais qui meurent à Kinshasa. Non, c'est pour vous dire que notre garant, quand on dit il est le garant, mon protecteur numéro 1, il est la sentinelle de chacun des Congolais. Et c'est pourquoi, pour bien le protéger, la République met autour de lui tout un arsenal de sécurité, composé des militaires et des policiers et de tous les services de la police. Donc vous ne pouvez pas croire que, vous ne pouvez pas admettre que le chef de l'État apprenne un incident comme celui-là et qu'il se taise. C'est son silence sur la question. Les services vont faire leur travail. La justice également, s'il le faut, mais... J'ai une conception de la définition du pouvoir du chef de l'État. Hier, j'ai suivi de manière très surprenante une femme première ministre en France pour un bandit qui est allé avec un couteau. Je ne dis pas avec une arme à feu. Un couteau pour poignarder les enfants qui étaient à la plage. Ça a ému la République. Arrêtez les activités et cette dame est descendue tout à fait cessante sur les lieux. Ici chez nous, on a tué crapuleusement les jeunes gens de la Genafec à Kilobé-Lobé. Est-ce que vous avez entendu l'État agir sous une quelconque forme? Non. Nous sommes en période de ce que l'on appelle le terrorisme d'État. Et ça doit arrêter. Vous commencez à vous énerver? Oui, je suis très énervé. Je suis très énervé à cause de la question qui énerve celle que vous venez de me poser. Je crois qu'on va finir par là. Merci. C'était là votre dernière question. Madame, monsieur, comprenez que c'était le professeur Benjamin Lalé, juriste de son État, député provincial, président également de la Préco Fabrique. Il a beaucoup de casquettes. Je ne sais même pas en quelle casquette on l'a. Avocat également. Oui. Sur quelle casquette nous l'avons reçu. Vous avez dit tout de suite là que j'étais Makuta. Vous connaissez maintenant d'où ça vient. Très bien, ça on va le vérifier plus tard. C'était un réel plaisir que vous puissiez nous suivre, mais également un réel plaisir de vous servir, puisque nous ne sommes là que pour ça, chercher les grosses têtes, mais ensuite les leaders d'opinion. Je sais que quand il a parlé, les autorités vont suivre, prendre des bonnes décisions. C'était là votre magazine. Merci à vous de nous avoir suivis. Voilà, vous avez le droit de couper ce qui vous intéresse et mettre sur Internet. Et voilà, j'ai un peu rimé. Bye bye.